Moi, je suis Nathalie Estevenin et je suis musicienne, musicothérapeute. J'enseigne l'improvisation vocale et je joue de la viole de gambe. Voilà, et donc j'utilise mon instrument pour animer les cours. Puis j'ai eu plusieurs vies, évidemment. La musique, ça a démarré dans ma vie à 11 ans, mais il y a eu un avant. J'ai une sœur qui est un peu plus âgée. J'ai un peu suivi ce que faisait ma sœur, donc elle a fait du piano, j'ai fait du piano. Un an. Donc à 11 ans, par contre, dans un petit village près d'Avignon, j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui sortait du conservatoire, qui enseignait la flûte à bec, le solfège, la flûte traversière. Et voilà, d'aller à ce cours, c'était vraiment la fête. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup écouter de musique pendant ses cours aussi, donc c'était un cours de solfège pas du tout traditionnel. Voilà, il a éveillé quelque chose. Donc j'ai fait de la flûte à bec, de la flûte traversière. Et puis ce prof était vraiment très chouette et m'a suggéré, si je voulais continuer à faire de la musique, de passer à un autre instrument. Pourquoi tu ne ferais pas de la contrebasse ? Non, ça m'intéressait moyennement, je me voyais plus avec un violoncelle, sauf que je me suis renseignée, évidemment, j'étais trop âgée à 15 ans pour commencer le violoncelle dans un conservatoire, bien évidemment. Du coup, je me suis retrouvée quand même en classe de contrebasse. À côté de cette classe de contrebasse, il y avait une classe de jazz, il y avait un super prof. Voilà. Il y avait une super classe. Et j'ai été très poreuse à eux, leur univers. Je me rappelle d'un qui faisait d'ailleurs un peu plus que du jazz. C'était une musique improvisée. Je savais, voilà, c'était... Mais j'aimais bien l'écouter, j'aimais bien, voilà. Donc j'ai passé un bac musique aussi en parallèle. J'ai rencontré une amie qui était aussi en classe avec moi, et qui était une violoniste, et sa famille aussi a énormément compté. Et en fait, moi j'ai vécu en fait chez eux. Ça a été voilà le début. Puis après le lycée, je me suis retrouvée à Lyon avec cette amie. Et on continuait toutes les deux nos études, elle en violon, moi en contrebasse. Après, je suis arrivée à Toulouse pour aussi suivre un professeur. Il y a eu toute cette période contrebasse, on va dire. Et là, je me rends compte que je ne me vois pas faire une carrière de contrebasse. Enfin, je ne me vois pas dans un orchestre. Et je ne me vois pas non plus en jazz, j'en ai jamais fait, j'en ai toujours pas fait. Je décide d'arrêter complètement. J'avais 22 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi réalisé qu'il y avait quelque chose dans mon esprit quand j'avais 15 ans que je voulais faire, c'était musicothérapie. C'est à ce moment-là que j'ai fait ma formation en musicothérapie. C'est étonnant parce que je suis rentrée dans cette formation en ayant abandonné mon instrument. Et cette formation de musicothérapie a été une vraie épreuve. Aussi une prise de conscience que la musique n'avait pas été assez vécue dans le plaisir. Je me suis retrouvée, je me souviens très bien, paralysée dans des situations où il fallait improviser. Je me rappelle avec un instrument basque, la tchalaparta, où on joue à deux, et c'est complètement improvisé avec des planches en bois et des espèces de trucs comme ça. Et c'est un jeu en fait, un jeu avec des règles, voilà, et c'est intéressant. Et je me rappelle avoir vu le plaisir des autres à jouer et moi être restée dans le cercle et ne pas pouvoir me lever. Ça a été, mais ça paraît bête, hein, mais voilà, ça a été un choc ça. La musicothérapie, c'est tout simplement utiliser la musique, le son, pour faire signe. On travaille avec un public ou handicapé, même dépressif, ça peut être ça. Des personnes qui sont plus dans la parole, des personnes qui sont dans un malaise physique. Et on va trouver un autre canal de communication que la parole. Le musicothérapeute, il est là pour chercher un dialogue, pour ouvrir quelque chose et rentrer dans une communication qui permet vraiment de trouver vraiment des choses insoupçonnées en soi. Et donc il ne s'agit pas de faire de la belle musique, surtout pas. C'est pas ça. C'est être attentif à tout ce qui se passe. Voilà. Après, évidemment, selon le public que tu as, tu peux après y mettre des mots ou pas. Par exemple, avec des autistes, ils sont dans des répétitions, ils sont dans des sensibilités très fortes à certains sons. Donc tu vas jouer avec leurs répétitions, tu vas déjouer des fois des réponses qu'ils allaient faire et tu vas essayer de les amener un petit peu ailleurs. Tu vas faire un tout petit pas de côté pour les amener un petit peu ailleurs, pour les surprendre. J'ai beaucoup travaillé aussi avec des polyhandicapés. Il y a des personnes, ils sont vraiment dans un monde, on n'a plus la communication, parce qu'ils sont aveugles, parce qu'il y a vraiment des handicaps très lourds, quoi. Et
souvent la question qu'on se pose, c'est quel sens ça a de passer 1 heure avec quelqu'un, de lui donner tel sourire, de voir qu'il a pris un instrument, qu'il est arrivé à faire tel son, ou à rentrer dans un petit dialogue avec quelqu'un. Quel sens ça a tout ça? Et voilà, c'est quelque chose d'éprouvant de travailler avec ces personnes-là. Ils nous renvoient à notre vulnérabilité, à notre... si on était à leur place. C'est compliqué tout ça. Quand je l'ai fait, c'était quelque chose... j'arrivais, j'étais joyeuse, j'étais là, j'étais avec eux, j'étais complètement là. Aujourd'hui, par exemple, je me sentirais moins de le faire. Ben, je le fais pas. Et sortie de cette formation, j'ai un peu axé sur le chant, sur la voix. Donc j'ai pris des cours en chant classique. Ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai arrêté assez rapidement, au bout de 4-5 mois. Après ça, il y a eu une pause. Et j'ai commencé la viole de gambe. Alors comment la viole de gambe est arrivée dans ma vie? Pareil, à l'âge de 15 ans, j'ai eu un coup de foudre en écoutant à la radio cet instrument. Pour moi, c'était autre chose que de la musique classique. Il y avait une respiration, il y avait un souffle là-dedans. Ça me faisait penser presque à de la musique indienne, parfois, plus proche de musique traditionnelle. Et à Toulouse, il y avait un département de musique ancienne au conservatoire. Et du coup, j'ai commencé la viole de gambe à 30 ans, à peu près. Avec quoi j'ai passé le concours d'entrée avec une flûte à bec pour entrer en classe de viole de gambe. Ça les a fait beaucoup rire et il m'a pris, le prof m'a pris dans sa classe. Donc voilà, ça a été pendant 4 ans. Quand j'ai arrêté le conservatoire après mes 4 ans de viole de gambe, il y a eu vraiment une période d'ouverture. Et j'ai rencontré beaucoup de gens. Par exemple, un comédien, réalisateur, il montait une pièce avec une comédienne, un solo, et il cherchait un musicien pour être sur scène et rentrer en dialogue avec cette comédienne. Je ne savais absolument pas faire, j'y suis allée. C'était super, une super expérience. Et j'ai beaucoup appris, là. Après, il y a eu une fille qui montait des spectacles pour enfants et qui travaillait avec des contes, des marionnettes. Elle fabriquait ses marionnettes avec du papier mâché. Je me suis lancée là-dedans avec elle. On a fait plein de décors avec du papier mâché, des trucs, des machins. Dans ce spectacle, je jouais de la viole de gambe. À la fois, je manipulais les marionnettes. On avait un travail sur la voix, sur les voix des personnages. Et on chantait aussi toutes les deux, voilà. Et c'était chouette. Parallèlement à ça, à la campagne, je rencontre un couple, elle danseuse, lui ayant envie de faire des conférences spectacles avec des sujets scientifiques et des artistes. On avait envie de travailler sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on improvise. Et donc ça a été une belle aventure de ce spectacle musiqué. Et qu'on a joué aussi à la Cité des Sciences à Paris, c'était encore en 2001. C'est là où j'ai entendu parler d'un professeur de chant qui à la fois proposait une technique, de la technique vocale, et en même temps travaillait l'improvisation. Luc Baron, qui a été une belle rencontre aussi. Quand j'ai eu son adresse, j'ai mis 2 ans, je crois, à téléphoner pour prendre rendez-vous avec lui. Je savais et je le faisais pas. Bon, voilà, et puis un jour je l'ai fait. Et j'ai eu rétrospectivement l'impression de faire une psychanalyse de la voix. C'est-à-dire que j'avais en face de moi quelqu'un de bienveillant qui me proposait un échauffement, ok, tout ça. Et après, dans l'improvisation, il ne disait rien. Il ne disait absolument rien. Il n'y avait rien dans son visage qui me disait c'est bien, qui m'encourageait. Que dalle. Et donc j'étais vraiment seule face à moi. Et je me rappelle très bien les moments où je disais mais c'est pas possible, je tourne en rond, je me répète, c'était douloureux, c'était compliqué d'être amenée d'être face à ça. Et lui, très simplement, très gentiment, me disait mais comment dire, quand tu seras prête, tu verras qu'il y a une fenêtre. Tu l'ouvriras et tu verras qu'il y a autre chose. C'est que t'es pas prête, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est vrai que quand tu pars dans une impro, on a des tics, et donc ça revenait tout le temps. Et donc, comment arriver à dépasser ça? C'était ça ma question. Donc la réponse était, écoute, vas-y, fais. Les choses, elles s'usent. Les risques que tu peux prendre en rencontrant telle personne, en te disant, tiens, je vais m'improviser avec telle personne, et à ce moment-là, oui, tu prends un risque, parce que tu connais pas, tu sais pas, tu répètes pas avant, et voilà, tu te jettes à l'eau au même moment, voilà, c'est
des moments où tu apprends beaucoup. Donc avec lui, j'ai bossé 4 ans aussi. Et un jour, je lui demande de venir écouter ce que je fais dans ce spectacle pour enfants. Et donc il vient, et puis là il découvre que je joue de la viole de gambe aussi. Et il me dit tu veux pas qu'on fasse des impros tous les deux là Et donc il y a une aventure aussi qui a démarré là. Puis première rencontre, on enregistre, et c'était pas mal. C'était tout de suite pas mal. Pendant 1 an, on s'est vus toutes les semaines. Au bout d'une année, on s'est dit mais il y a matière pour faire un spectacle. Et on a fait ça avec des textes, de la poésie, du chant, ou des moments où on chantait tous les deux, des moments où il chantait lui, des moments avec la viole. Voilà, tout en impro. Voilà, c'était une belle aventure ça. Après ça, c'est là où j'ai quitté Toulouse. Là. J'ai décidé de venir sur Paris pour suivre un collectif un peu d'artistes que j'avais rencontrés. Je suis arrivée à Chartres au bout de 6 mois. Ce collectif d'artistes s'est cassé la figure. Et je me suis retrouvée à Chartres toute seule, un peu perdue, un peu déçue, un peu tout ça quoi. C'est là où j'ai eu envie de créer une association. En tout cas de créer un outil dans lequel j'allais pouvoir proposer des ateliers autour de l'improvisation. Voilà. Donc ça c'était en 2008. Rapidement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à monter un bureau, me prêter une salle, des mains tendues chaque fois. Et puis surtout ça a marché tout de suite. Voilà, tout de suite 12 personnes qui sont arrivées et qui sont restées toute l'année et qui ont pris des cours. Voilà, et tous les ans, ça a un petit peu grandi, mais pas tant que ça, parce que je me rends bien compte que ce que je propose, ça plaît pas à beaucoup de monde. C'est pas conventionnel. Mais ça ne m'a jamais fait descendre de mon cheval, quoi. Et c'est un atelier qui a beaucoup évolué depuis 2008. Voilà, après les péripéties de la vie, j'ai bougé encore. Aujourd'hui, je suis à Vernon. Et pareil, je continue à essayer de créer des groupes, quoi, pour que voilà, les personnes découvrent l'improvisation. Et ce que je peux dire aussi, c'est que cet atelier, c'est un peu la synthèse de ma formation de musicienne et de musicothérapeute. Je me rends compte que j'imite personne. Finalement, je me suis construite en piochant à droite, à gauche, et voilà. C'est pas une technique particulière. Donc moi, ce que je propose, dans l'improvisation libre, il y a quelque chose qui est complètement libre. Complètement, il n'y a pas de règle qui te dit... voilà, tu dois improviser sur 4 mesures, dans telle tonalité, c'est pas ça. Pour moi, l'improvisation libre, il faut arriver à se l'accaparer, chacun avec son histoire, avec sa culture musicale. Donc il ne peut pas y avoir une improvisation libre. Voilà, chacun va y mettre ce qu'il est.